Michel Yakovlev, alors finalement avec ce débat qui est en train de changer de nature par rapport à la guerre en Ukraine, on se pose cette question, à savoir quelle garantie de sécurité l'Europe ou les États-Unis sont-ils capables de fournir à l'Ukraine? Alors ça, ce qu'il y a de sûr, c'est que la garantie de sécurité, elle doit être matérielle. Ça doit se compter en métal et en soldats. En troupes, en métal en troupes. Et en troupes. Voilà. C'est parce que jusqu'à présent, comme je dis toujours, la parole de Poutine ne vaut pas un paix de raton laveur. Il n'y a pas un traité qui n'est pas piétiné joyeusement. Et donc, il en piétinera d'autres. Non, mais il n'est pas le seul à en piétiner. Prendre sa parole, qui dise « Ok, c'est bon, j'arrête, je signe et tout ». Il faut des garanties. Ça, voilà. Alors après, il faut un gros bâton. Et alors du coup, que sommes-nous prêts à fournir? Les hommes? Il faudrait, je suppose, alors je vais pas... Pour donner un exemple, en Corée du Sud, il y a 30 000 militaires américains. Oui. Voilà. Vu la taille de la menace, vu la taille du pays, je suppose que l'unité de mesure, c'est quelque part autour de 50 000 hommes. Maintenant, je n'ai pas fait de planification militaire, mais c'est... C'est-à-dire vous verriez ça autour de à peu près 50 000 hommes? Je suppose. Un peu plus que les soldats américains en Corée du Sud. Un petit contingent symbolique, une vraie force capable de casser la gueule à... les Américains ont déjà dit qu'ils n'y seraient pas. Hein. Alors justement, c'est une chance pour l'Europe. D'abord, c'est quand même chez nous. L'Ukraine, c'est chez nous. Donc c'est une chance pour l'Europe. Et les Américains, je pense qu'ils y viendront. Alors, je pense rien avec Trump. Oui. Bon, mais la logique voudrait que les Américains y participent, ne serait-ce que pour garder les Européens sous contrôle. Parce que si les Européens le font tout seuls, là, l'autonomie stratégique européenne, on va l'avoir dans les faits. Il y aura un état-major, il y aura une structure politique et tout. Oui. C'est le début de la déclaration d'indépendance européenne. Oui, mais justement, en Europe, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord, mais comme d'habitude, les Britanniques... sont plutôt d'accord. C'est ça ? Effectivement, parce qu'on a vu Boris Johnson récemment, l'ancien Premier ministre, nous dire qu'en effet, sur le nombre, comme vous, il n'est pas forcément arrêté, 50 000, peut-être plus, peut-être moins, il ne le précise pas. En revanche, ce qu'il dit, c'est que des troupes, notamment britanniques, c'est en effet quelque chose d'assez inévitable. Je pense que nous devrions certainement envoyer des troupes pour soutenir l'Ukraine. Oui, des troupes britanniques. Je ne pense pas que nous devrions envoyer des troupes de combat pour affronter les Russes, mais je pense qu'une force multinationale européenne de maintien de la paix serait nécessaire. Elle contrôlerait la frontière et aiderait également les Ukrainiens. Je ne peux imaginer qu'une telle opération européenne puisse se passer de la participation du Royaume-Uni. Nous devons être présents. Et d'ailleurs, Aurélien Duchesne, patatras, la Russie en est sûre, ce sera 100 000 soldats que l'OTAN permettrait de stationner en Ukraine pour assurer la paix. Ils disent d'ailleurs que c'est, je cite les mots du Kremlin, pour occuper l'Ukraine sous couvert de déployer un contingent de maintien de la paix. Oui, alors les Russes disent cela pour dire que leurs propos de 2022, où ils disaient qu'ils justifiaient cette opération militaire spéciale en Ukraine pour se protéger, par exemple, d'une entrée de l'Ukraine dans l'OTAN ou d'une menace occidentale avec des troupes en Ukraine, ça, c'est une manière pour eux de dire qu'ils avaient raison depuis le début. Pour corroborer leur propre histoire. Par contre, si on en revient aux Britanniques, on peut se dire que ça, c'est des déclarations de Boris Johnson pour faire parler de lui, sauf que la réalité est que les Britanniques ont vraiment un coup d'avance sur tout le monde à cet égard. Pourquoi ? D'abord parce qu'ils étaient dans les fameuses garanties de sécurité qui n'en étaient pas vraiment du mémorandum de Budapest en 1994, mais eux, dès 2014, c'est eux qui prennent le leadership dans la formation de militaires ukrainiens, les Britanniques, l'opération Orbital. Ensuite, ils l'ont fait avec l'opération Interflex en 2022. Ils formaient à l'époque davantage d'Ukrainiens que toute l'Union européenne réunie, y compris les Polonais, les Allemands, etc. Et enfin les Britanniques, des coups que j'ai eus par exemple de Polonais, on en parlera dans 2 semaines à Varsovie justement, et bien beaucoup de Polonais, de Baltes ou encore de Roumains se disent qu'il y a tout un enjeu à travers l'autonomie stratégique européenne de leadership dans l'Europe d'après, de l'Europe d'après cessez-le-feu en Ukraine, et la place qu'ils veulent prendre les Britanniques, c'est ce qu'au fond Boris Johnson avait appelé un Commonwealth européen, c'est-à-dire de faire du Royaume-Uni le fer de lance de la défense européenne. Évidemment, qui sont les concurrents directs de ce projet-là, quelque part, c'est nous. La France. Alors revenons à ce que, effectivement, les Russes pensent être ces fameux 100 000 soldats de l'OTAN qui seraient envoyés en Ukraine. Le service de renseignement extérieur de la Russie, qui s'appelle le SVR, annonce même ce qu'il appelle un
je cite, un dépeçage de l'Ukraine, avec, je me tourne vers vous Sylvie Berman pour avoir votre réaction à cela. Donc en fait, la côte de la mer Noire qui reviendrait, selon les Russes, à la Roumanie, les régions occidentales de l'Ukraine à la Pologne, le centre et l'est à l'Allemagne et les régions du nord et de la capitale à la Grande-Bretagne. En fait, ce sont les troupes de maintien de la paix qui seraient tout simplement dispersées en Ukraine que les Russes appellent effectivement des occupants. Oui, tout à fait. Bon, puisque Vladimir Poutine a fait cette guerre pour que l'Ukraine, entre autres, pour que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN. Donc évidemment, il dénonce maintenant cette présence annoncée par Boris Johnson, de surcroît, qui est quand même celui qui a conseillé à Zelensky de mettre fin aux négociations en 2022 en disant on va vous aider militairement et vous allez gagner la guerre. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles il dit... Enfin, il s'est trompé. Il s'est totalement trompé, mais surtout, aujourd'hui, il dit on va vous défendre avec des troupes. Et effectivement, comme il ne peut y avoir qu'une force européenne, que lui n'est plus dans la défense européenne, il tient à y revenir. Et donc pour les Russes, évidemment, il dénonce cela facilement. Ça ne veut pas dire qu'in fine, il n'y aura pas une zone tampon avec des soldats de pays membres de l'OTAN, mais non pas une opération de l'OTAN. On reparle de la zone tampon, mais justement, et la France dans tout cela ? S'est-elle exprimée ? Va-t-on envoyer des soldats dans cette zone tampon, Gallagher ? Il y a, alors, je n'ai pas la réponse évidemment à votre question, mais il y a une information intéressante, c'est qu'Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky se sont parlé vendredi. Oui, par téléphone. Et donc moi, je vois le début d'un alignement d'étoiles autour de cette thématique qui me semble émerger. Rappelez-vous que l'un des plans qu'on prête à Trump, il n'a jamais rien dit explicitement sur la Russie et sur l'Ukraine, à part dire qu'il va régler ça en 24 heures et avant qu'il n'entre en fonction. Rappelez-vous cette idée d'une zone démilitarisée avec une force qui serait à la fois polonaise, allemande, britannique et française. Oui. Pourquoi ? Et là, je reviens à ce que disait le général Yakovlev il y a quelques instants. Donald Trump, je ne le vois pas une seconde envisager d'envoyer des Américains en Ukraine. Parce que Donald Trump a fait campagne sur cette idée que c'est le président de la paix. Et donc, il est très transactionnel. Et c'est pour ça que, face à ce plan, il y a beaucoup de questions qui se posent. La première, elle est très trumpienne. Qui va payer pour ça ? La deuxième, elle n'est pas du tout trumpienne, parce que ça, il s'en fiche. Mais quel mandat ? Quelle institution, si on veut fonder cette décision dans du droit international et lui donner une couverture, j'allais dire, institutionnelle, qui va émettre un mandat et surtout, quelle sera la nature de ce mandat ? Parce que vous avez utilisé un langage onusien tout à l'heure, Anne, vous avez parlé d'une force de maintien de la paix. Si les Russes tirent, ces soldats auront-ils la liberté de répliquer ? Bien sûr. Si les Ukrainiens tirent, pareillement. Ensuite, qu'est-ce que nous, Français, Allemands, Polonais, Britanniques, qui sommes peut-être d'accord pour cela, je me projette dans un futur hypothétique, faisons si les Russes s'y opposent ? Parce que si on veut une force d'interposition pour surveiller et monitorer et enforcer, pardon, je fais des anglicismes, une zone démilitarisée, il faut qu'il y ait quand même un accord des deux belligérants. Oui, alors on va rentrer dans un jeu effectivement très, très musclé. Donc il y a quand même un niveau de granularité supplémentaire dans lequel il faut rentrer parce que ces concepts pour l'instant sont très gazeux. Autre chose, et j'en termine par là, le général Yakovlev parle de 50 000 hommes, le renseignement militaire parle de 100 000. Ce sont des chiffres très intéressants, le calcul est vite fait. Vous avez à peu près 1000 km de front. Combien d'hommes faut-il, et de femmes peut-être, pour surveiller une zone démilitarisée ? Il en faut 50 par kilomètre, 100 par kilomètre ou davantage ? Ces questions-là, elles vont devenir très réelles, très rapidement peut-être. En tout cas, écoutons ce que dit le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, à Moscou, à propos de ce potentiel déploiement. Le déploiement de soldats de la paix n'est possible qu'avec le consentement des parties à un conflit. C'est la première chose. Deuxièmement, nous disposons de paramètres absolument clairs, nécessaires à un accord. C'est la deuxième chose. Bien sûr, pour s'engager sur la voie d'un accord, nous devons résoudre les problèmes à l'origine de ce conflit. Tout est beaucoup plus complexe que le déploiement de forces de maintien de la paix. Oui, général Yakovlev. Oui, il faut vraiment faire attention aux mots. Absolument. Ce que je crains, c'est que on pollue le problème. Ce n'est pas une force de maintien de la paix dont nous parlons.
La force de maintien de la paix, c'est effectivement les deux parties sont d'accord. Peskov a déjà dit que nous, on ne sera pas d'accord. Oui. Voilà. Donc ça ne peut pas être ça, vous dites. Donc ce n'est pas une opération de maintien de la paix. Ce n'est pas non plus une force d'interposition comme la FINUL au Liban. Dont tout le monde dit qu'elle est inefficace. C'est une force de garantie, comme les Américains en Corée du Sud. Et que les Russes soient d'accord ou pas, on s'en tamponne le coquillard. Ça fait partie de l'accord avec les Ukrainiens. Alors, et donc l'idée, c'est pas une force d'interposition. On n'est pas obligé de les écheniller le long du front avec des miradors pour qu'ils. Donc ils ne sont pas obligés d'être le long du front, ils peuvent être disposés autrement. C'est une force derrière, comme les Américains en Corée du Sud. Et si jamais quelqu'un franchit la frontière, ils vont leur casser la gueule. Mais ça veut surtout dire qu'il reste aussi de manière quasi permanente, mécaniquement. Ah ben on parle d'une force permanente. Alors elle sera rotationnelle, etc. Mais voilà. Alors donc. Dès qu'on dit maintien de la paix, alors on pense chapitre 6 de l'ONU, du coup on pense mandat et tout, on enterre le problème et on se trompe de sujet militaire. L'objet militaire est une force capable de garantir l'Ukraine face à une nouvelle agression russe. Sylvie Bermann. Oui, mais ça ne peut faire partie que de l'accord. C'est pas possible. Je veux dire, il va y avoir un accord entre les Russes et les Américains. C'est comme ça que ça va se passer. Et finalement, les Européens s'inclineront. Enfin, c'est brutal à dire, hein, et l'Ukraine aussi. Et donc, pour qu'il y ait une force qui soit déployée, quel que soit son mandat, son terme, il faudra quand même au départ un accord de On ne peut pas l'imposer, vous dites, c'est ça? Non, on ne peut pas l'imposer. Et il y a une autre question qui se pose. Il y a effectivement 1000 km de front. Mais qu'est-ce qu'on fait de la région, de la frontière, au niveau de Koursk, de Kharkiv et plus loin? Parce qu'après tout, les Russes peuvent revenir par une autre route. Comme ils l'ont déjà fait. Comme ils l'ont déjà fait, absolument. En tout cas, le vice-ministre des Affaires étrangères russe, lui, Mikhail Galouzine, effectivement, je vous lis ce qu'il dit, ce commentaire. Si un tel plan était envisagé, cela signifierait une plus grande implication de l'Occident dans une confrontation militaire directe avec la Russie. Donc là, c'est effectivement tout à fait ce que vous disiez, Général Yakovlev. Ça n'est pas du tout envisagé par les Russes comme des troupes de maintien de la paix. Mais finalement, pour le moment, on a encore très peu de concret. Je pense qu'ils bluffent. Je pense qu'ils sont très contents. Je pense que c'est très malin de leur part. Ils sont très contents. Pourquoi contents? De quoi? Parce qu'ils sont en train de refuser, si vous voulez, parce que vous arrivez dans une négociation avec une position maximaliste, vous refusez tout, mais ils sont en train de gagner. Ils vont avoir 20% du territoire, ça va être sanctuarisé, et c'est nous qui allons sanctuariser leur victoire. Oui, c'est nous qui allons. Ça, c'est sûr, je vous le confirme que l'opinion russe croit qu'elle est en train de gagner. Dire, ah non, nous ne voulons pas de force internationale. C'est vraiment, voilà, Peskov. Donc ils sont coordonnés sur les éléments de langage. Ils vont déployer tout l'aéropage pour dire non. Et puis un peu comme Joe Biden avec les attaques MS, un non va gentiment devenir un OK, mais. Et il y aura d'autres concessions qui suivront en échange de l'acceptation de cette condition qui, effectivement, leur sera imposée dans le cadre d'une négociation. Et eux feront des demandes face à cela. Et attention à ces demandes. Aurélien Duchesne, vous avez l'air du même avis. Et pour abonder d'ailleurs sur ce que dit Gallagher, c'est que non seulement on va aider à cette sanctuarisation dans un tas de cas de figure, mais on en revient aussi à acter ce que Poutine disait avant l'invasion de l'Ukraine. Vous vous souvenez, Poutine avait dit, à côté du président Macron, il avait cité un horrible poème russe qui dit, en substance, c'est un poème de violence conjugale, qui dit « Si tu n'es pas à moi, tu seras à personne d'autre ». Là, un plan plausible de la part des Russes, c'est qu'à défaut de pouvoir par exemple, transiger sur la souveraineté de l'Ukraine, sur ses alliances, et de devoir se contenter de seulement 1/5 du territoire ukrainien, ce serait à notre charge d'avoir comme fardeau, ce serait littéralement le cas, une Ukraine dépossédée, cela a été dit, de ses territoires les plus productifs. Il y avait un dicton au moment de l'indépendance ukrainienne qui était le pouvoir est à Kiev, l'argent est à Donetsk. Là, on aurait un État ukrainien croupion, quelles que soient les garanties de sécurité qu'on lui apporte, dont on aurait la charge non seulement militaire, mais également financière, parce qu'un autre sujet qui va arriver évidemment sur la table, ce sera, après le sujet pour moi numéro 1, qui sera que tout le monde sera exempté d'être jugé à la haie, ce sera la question des réparations. Les Russes ne paieront rien.